Bonjour à tous et bienvenue dans les Chroniques du Design. Je suis Nicolas Guy, designer et cofondateur de l'agence conseil Front Guys. Front Guys est une agence conseil spécialisée en product design et en développement front. Dans cette série de podcasts, nous plongeons dans le témoignage de professionnels qui font le design d'aujourd'hui et découvrons comment elles ont triomphé de leurs échecs et surmonté les difficultés pour en sortir grandis. Aujourd'hui, pour ce nouveau numéro, nous rencontrons Eric Etroy. Bonjour Eric. Bonjour, Comment vas-tu? très bien et toi? Très bien, merci. Merci beaucoup de prendre du temps pour échanger avec nous. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, toi, ton parcours, où tu en es aujourd'hui pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore? Bien sûr, alors je m'appelle Eric Etroy, donc ça se prononce Étroit, hein, c'est un nom français du nord de la France. On peut dire Etroy hein, si vous trouvez ça plus cool en anglais, mais c'est bien Étroit. Donc voilà. Pour ma part, je suis designer depuis un peu plus de 15 ans. En ce moment, depuis 2 ans, je travaille chez AXA France comme Head of Design. Avant ça, j'ai fait pas mal de choses, hein. J'ai travaillé en cabinet strat, j'ai travaillé en start-up, j'ai travaillé en ESN et en agence, si je dois résumer très très rapidement ce que j'ai fait. J'ai eu plein de titres différents, hein. J'ai été web designer, graphiste multimédia, ergo designer, UX designer et j'en passe, DA aussi. Disons que j'aime bien dire que j'ai un peu évolué en même temps que le métier a évolué, Ouais. en tout cas la perception du métier a évolué Mm, mm, mm. dans les entreprises en France. Cela dit, ça m'a quand même donné l'opportunité de travailler pour beaucoup de secteurs différents, hein, qui soient de telco, du service, de l'aéronautique, du gouvernement, et j'en passe. Mais du coup, ouais, et puis de l'assurance maintenant. Et donc j'ai fait plein de choses très intéressantes, en tout cas très épanouissantes. Ouais, c'est le genre. En plus, c'est un des avantages de nos métiers et je pense que c'est quelque chose qui motive beaucoup de gens parmi nous, c'est justement de découvrir des nouveaux secteurs, de les appréhender, d'entrer dedans. C'est aussi comme ça qu'on s'enrichit au quotidien. Exactement. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, on va vite rentrer dans le vif du sujet. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Donc, pour rappel, le thème de ces podcasts, c'est l'échec, c'est le syndrome de l'imposteur, c'est voilà, comment on grandit et comment on avance dans le design et dans une carrière. Et donc, il me semble que toi, tu vas spécifiquement parler de ta carrière. Exactement. Alors, pas de toute ma carrière, je suis pas assez égocentrique pour parler de ça, mais plus particulièrement des erreurs, des échecs que j'ai pu faire de temps en temps en changeant de poste et des fois en me retrouvant dans des situations qui n'étaient pas forcément toujours très confortables ni pour moi ni pour mes collègues, mes équipes. Et donc c'est intéressant parce que quand tu m'as parlé du sujet pour la première fois, tu m'as parlé d'échecs. Et comme j'aime bien aller explorer un peu le sens des mots et j'aime bien l'étymologie, j'ai été regarder un peu le mot échec et le mot erreur, la différence entre les deux. Ah, c'est intéressant Et ça. exactement, donc en introduction, en préambule de notre discussion, peut-être que tu le sais déjà, mais échec, ça vient de l'arabe. En fait, à la base, c'est plutôt autour du roi. Mhm. Alors, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le échec et maths. En fait, ce qui veut dire littéralement, c'était francisé forcément, mais c'était le roi est mort. Donc l'échec, à la base, c'est quand même Ouais. assez royal. Par contre, bon, bah, le roi est mort, ça veut dire que quand même c'est une voie un peu sans issue ou erreur. Ça, j'ai regardé juste avant de venir. C'est beaucoup plus autour de l'errance, c'est-à-dire que tu cherches ton chemin et il y a peut-être quelque part un peu un sous-entendu de rebond. Mhm. Et donc, c'est peut-être plus l'axe que je vais prendre C'est hyper là. intéressant. Parler un peu plus d'erreurs, de parcours peut-être, Ok. de choix, et puis de voir comment on peut rebondir. Mais voilà, avec quelque chose de très positif, parce que je pense que errare manum est, Oui, tout à fait. perseverare diabolicum Voilà, là, je te est. laisse continuer tout Voilà. seul là-dessus. L'erreur est humaine, mais la persévérance est diabolique. On a le droit de se tromper. Ce qu'il faut, c'est pas persister dans une Ouais. erreur. Ce qui, malheureusement, des fois, quand on est dans un poste qui ne Mhm. nous convient pas ou qu'on ne convient pas à l'entreprise, on peut avoir de temps en temps tendance à s'accrocher. Ouais. C'est aussi pour ça que le titre, hein, quand on en a discuté, j'avais bien aimé ma petite trouvaille du salaire de labeur, parce que derrière, je voulais sous-entendre un peu l'aspect qui est que des fois, quand on est un peu dans une zone de confort, qu'on reste pour
les mauvaises raisons pour le poste, souvent des raisons un peu de salaire, faut pas se mentir, ou de confort autre. Ouais. Et ben finalement, on va peut-être travailler des fois avec une boule au ventre, avec quelque chose qui va pas pour de mauvaises raisons. Et comment on arrive à se sortir un petit peu de tout ça. Alors, j'ai pas la prétention d'avoir la solution à tout, mais peut-être pouvoir raconter un peu, moi, les choses par lesquelles je suis passé, et puis dédramatiser un peu la situation. Ouais, c'est un des objectifs de ce podcast, c'est justement, effectivement, montrer que on passe tous par les mêmes difficultés. C'est des difficultés, moi, je trouve dont on n'entend pas parler souvent sur les réseaux sociaux ou sur LinkedIn, où voilà, on est plutôt toujours dans la culture du succès, de voilà, regardez comment j'ai fait. Et en fait, je trouve que c'est assez difficile à vivre quand on est junior, confirmé, et que on voit tout ce succès, tous ces gens qui font plein de belles choses, et de se dire, bah voilà, mais en fait, moi, on a toujours tendance à se comparer, forcément. Et donc, je trouve qu'il y a des choses qui sont parfois très dures à vivre. Et donc, voilà, le but de ce podcast, c'est un petit peu de désacraliser tout ça, de permettre aux gens aussi de montrer que, bah voilà, tous ceux qui sont aujourd'hui, qui font le design, comme on dit en introduction, et qui ont des postes à responsabilité, sont tous passés par des phases de doute, de questionnement, et que c'est hyper important. Je reviens sur ta définition de l'erreur et de l'échec. Je me dis, mais il va falloir renommer ce podcast, puisqu'effectivement, on parle plus d'erreurs, et c'est vrai que la philosophie, c'est voilà, passer par des erreurs pour avancer, se relever et persister, comme tu disais. Exactement, mais tu vois, moi je rebondis à mon tour sur ce que tu dis. Tu vois, ce qui est super intéressant, c'est que on parle beaucoup, de plus en plus dans les entreprises, de droit à l'erreur. Et c'est vrai qu'on vient un peu en contradiction des fois avec les messages qui sont passés sur les réseaux sociaux, LinkedIn notamment, où tout le monde montre ses succès, toutes les conférences auxquelles on va, on montre des RX où tout est génial, etc. Encore une fois, je ne jette pas du tout la pierre, hein, mais je pense que du coup, des fois, on apprend moins de succès que d'erreurs et que de difficultés. Moi, un jour, j'aimerais bien monter une conférence justement sur notre succès n'a pas marché, notre projet n'a pas marché, on s'est planté. Et pourquoi on s'est planté? Ouais, je suis Parce que je d'accord. pense que ça pourrait intéresser beaucoup de personnes. Je suis totalement aligné avec ça. Et effectivement, quand lors de Rex, effectivement, quand on montre, voilà, nous on a fait ci, on a fait ça, etc. Ce qui est terrible, c'est que tous ces projets, ils se font dans un contexte qui n'est jamais le même. Et c'est souvent un contexte. Et pour moi, il y a une chose qui est hyper importante, c'est le contexte humain. C'est-à-dire que vraiment, on a beau être dans une entreprise avec suffisamment de ressources, en fait, en fonction de ces ressources-là, en fonction des gens qui composent les équipes, etc., on peut passer du tout au rien. Et donc, en fait, ces succès qui sont vécus et faits dans un certain contexte ne sont pas forcément applicables dans d'autres contextes. Et donc, pour moi, la portée, elle est forcément plus limitée que, voilà, nous, on s'est planté à cause de ça. Donc, vous pourrez repérer que si vous êtes dans ce genre de contexte-là, il faudra faire attention à ça pour mieux avancer. Et donc, tu es en train de nous annoncer que vous allez monter des conférences autour du sujet, c'est ça? Je sais pas, mais ça sera peut-être la prochaine étape après le podcast. On verra si ça fonctionne bien. Alors, avec plaisir. Du coup, entrons dans le vif du sujet. Tout à fait. Allons-y. Vas-y, raconte-moi ce que tu voulais nous partager. Moi, j'ai beaucoup changé de poste pour plusieurs raisons. Parce que, déjà, je peux vite m'ennuyer. Deux, les organisations, la maturité du design a beaucoup évolué et très rapidement. Donc, c'est vrai que j'ai des fois tout ça mis en conjoncture, en confrontation. J'ai pas mal changé de poste, des fois de façon très bénéfique et des fois de façon moins bénéfique. Je pense que ça m'est arrivé plusieurs fois, hein, évidemment, des fois de façon plus courte, plus longue, des fois de façon plus transparente et des fois de façon plus compliquée, des fois où ça m'a touché juste moi et des fois où ça a touché plus de personnes. J'ai envie de parler d'une fois plus particulièrement, de façon plus précise, quand je suis allé me frotter un petit peu en cabinet strat, parce que je pense que ça remonte un petit peu maintenant et que j'ai passé le cap un peu maintenant. Je peux en parler de manière avec un peu plus de distance et avec plus de raison aussi, parce que souvent c'est le cœur qui parle et de façon un peu déraisonnée. Alors, pour redonner un peu de contexte, j'étais dans une boîte, je peux la nommer, hein, c'était IBM, dans laquelle ça se passait super bien. Je suis resté quasiment 5 ans et à un moment j'ai voulu partir parce que j'étais un peu à la fin d'un cycle peut-être. T'avais quelle position là-bas? J'étais pareil, je m'occupais d'une équipe de 30 designers dans un studio.
Ça a beaucoup évolué en 4 ans. Au départ, c'était un studio beaucoup autour de l'innovation, beaucoup autour de la co-création. On avait beaucoup d'entreprises qui venaient travailler avec nous pour essayer de craquer des sujets, etc. Donc c'était super intéressant, vraiment éclatant. On a construit beaucoup de choses autour du design, de la culturation, que ce soit dans l'entreprise ou ailleurs. Autour du design thinking aussi, parce que c'était un grand fer de lance d'IBM. Donc il y avait beaucoup de sujets où vraiment je me suis beaucoup éclaté avec une super équipe et même globalement, hein, où c'était très bien. La direction que ça prenait était plus sur une direction d'industrialisation, de factory, d'envoyer plus des gens en mission longue. Correspond à un système, un business model assez classique, hein, mais dans lequel je me reconnaissais un peu moins, je voyais un peu moins ce que je pouvais apporter où je me pose un peu des questions sur mon boulot parce que du coup je faisais beaucoup de staffing, parce que c'est toujours un peu comment on s'arrache les cheveux quand on veut placer la bonne personne en mission mais qu'elle n'est pas disponible et qu'on doit trouver un subterfuge, etc. Donc tout ça mis un peu bout à bout, un peu de doute aussi parce que ça commençait à faire un moment. J'avais pour remettre dans le contexte, c'est aussi le contexte où beaucoup de cabinets de conseil, de gros cabinets strat, ont racheté des boîtes. Hein. À l'époque, il y avait Price qui a racheté Nealit. Il y a aussi Capgemini qui a dû racheter aussi Bakelit. Enfin, il y a eu beaucoup de mercato, etc. Et j'ai pris ça comme un signal que le design était enfin un peu considéré et qu'on allait enfin pouvoir travailler sur des sujets plus strat à des niveaux un peu plus hauts. Ou un point de crispation, le mot est un peu fort, mais un point que j'avais un petit peu chez IBM, c'est que l'image d'IBM était très tech, et du coup nos interlocuteurs étaient beaucoup autour de DSI, de sujets techniques, et j'en ai fait plein qui étaient très cool, encore une fois, je crache pas dans la C'était soupe. aux alentours de quelle période ça? C'était quelle année à peu près? Je pense qu'on devait être aux alentours de 2013-2015, Ouais. à la louche à peu près. Oui, donc Voilà, le design commençait à monter. Il faudrait que je vérifie dans mon LinkedIn, Ouais. mais quelque chose comme ça. Et en fait, pour X raisons que je n'arrive pas à expliquer maintenant, j'étais pressé de partir. Ok. Peut-être parce que je suis sans doute trop pressé. Et maintenant, c'est un peu la contradiction que je vais donner dans ce podcast par rapport au reste. C'est que j'ai été trop pressé de partir. Et en fait, quand j'ai été sollicité pour aller dans un cabinet de conseil, un Big Four, pour bosser sur des sujets plus strat, etc., j'ai vu une super opportunité en me disant on va avoir des interlocuteurs plutôt à des niveaux COMEX, ils ont besoin de faire leur transformation aussi. J'en avais une image un peu moderne de l'extérieur. Je me suis dit, le modèle, je le connais un peu parce que c'est pas si éloigné d'IBM. Là, c'était une première erreur aussi, c'est de vouloir répliquer exactement la même chose. Et en fait, j'ai eu un bon feeling aussi avec une des personnes qui m'a embauché, qui s'appelle Bastien Albertus. Hein, si jamais il écoute, big up à lui. Maintenant, il est ailleurs, mais voilà. Et donc, j'ai un peu foncé tête bêchée. En plus, le package qu'on proposait était intéressant. C'est un moment où je vous dis vraiment tout en toute transparence. C'est le but. J'avais des travaux à faire dans ma maison. Donc, en fait, j'étais pas contre un petit gap financier pour aider ma famille à faire ses évoluer, à travaux. grandir. Voilà, voilà, exactement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que finalement, je me suis retrouvé dans une entreprise où en fait, je pense qu'il y a eu une erreur de casting, pour faire très simple. Et encore une fois, sans jeter la pierre, on attendait de moi plutôt un développement commercial, j'avais compris plutôt un développement culturel, stratégique, etc. Ouais. La stratégie était gérée dans un autre endroit, qui pouvait utiliser des méthodes de design, mais sans faire appel forcément à nous. L'équipe qui était design plus, parce qu'il y avait aussi des coachs en agile, il y avait quelques techs, voilà, c'était assez varié, c'est ça qui m'intéresse aussi, était plus envoyé en mission. Et donc un peu moins acteur du changement en interne. C'était plus ces sujets-là qui m'intéressaient. Et donc forcément, le développement commercial, c'est pas mon pied d'appel. Donc ça n'a pas été un franc succès pour être très franc. Culturellement, je me reconnaissais un peu moins dans l'entreprise. Je pensais qu'un peu plus progressiste. Et en fait, on était quand même dans un mode de fonctionnement bien huilé, etc. Encore une fois, et puis j'ai pas la prétention moi tout seul de révolutionner le système. Mais du coup, j'étais un peu en porte-à-faux par rapport à beaucoup de choses. Et puis humainement, j'étais pas forcément... en fit à 100% avec tout le monde, ce qui fait que du coup, les missions sur lesquelles je pouvais travailler ou sur lesquelles mon équipe pouvait travailler étaient super intéressantes. Mais j'étais un peu frustré d'essayer de faire bouger les lignes en interne, avoir le mandat parce que je me dis, mais c'est pour ça qu'on m'a recruté, finalement on ne me le donne pas. Ouais. Alors que finalement, peut-être pas, en fait, c'était une incompréhension de communication sans doute. Et de fil en aiguille, je suis resté 2 ans et demi. De fil en aiguille, ça a été un peu compliqué parce que forcément, comme j'étais un peu frustré, sans doute un peu frustré,
et que j'avais l'impression que j'étais le seul à voir ce qui dysfonctionnait, alors peut-être que c'était moi qui dysfonctionnais tout simplement. Ouais. Je pense qu'au bout d'un moment, mon équipe en a eu marre en fait, parce que quand on est la personne qui apporte que des mauvaises nouvelles et qui est tout le temps en train de râler, bah, évidemment les gens pour se préserver, ils ont bien raison en fait, ils tournent un peu le dos. Ouais. Donc je leur en veux pas du tout. D'ailleurs s'ils écoutent, hein, je n'ai jamais eu l'occasion de leur adresser mes excuses et de Mais dire que écoute j'étais pas. désolé d'avoir été aussi pénible avec eux, mais bon. Mais du coup, en fait, à un bout d'un moment, forcément, j'étais un peu esseulé. Ouais. Plus j'étais esseulé, plus ça devenait compliqué parce que plus ça me confortait que j'étais pas bien, j'avais la boule au ventre. Ouais, ça, c'est Même dans les horrible, missions ça, dans lesquelles on ça m'envoyait aussi. qui étaient super cool, bon bah j'étais plus du tout, j'avais plus rien à faire là en fait. Ouais. Donc j'ai assez, je vais pas dire rapidement, mais j'ai commencé à regarder pour bouger, mais entre les aspirations que j'avais et ce qui était disponible sur le marché, parce que c'était une Ouais. époque où encore une fois ça avait vachement accéléré, et donc en fait tous les postes étaient pourvus, hein, tous les postes que je Mhm. pouvais convoiter étaient pourvus et par des gens talentueux. Bah en fait finalement bah j'ai un peu l'impression d'être dans un cul-de-sac, et c'était un peu difficile parce qu'il faut réussir à retrouver, enfin en tout cas c'est comme ça que j'ai essayé de le faire, se reconcentrer sur l'essentiel, qui est vraiment, bah moi c'était ma famille, hein, c'est un peu cliché, un peu plan-plan de dire ça comme ça. C'est essentiel. Les potes aussi, puis de se dire, bon Ouais. voilà, et qui ont eu la patience de m'entendre râler en disant que j'étais malheureux, que le monde ne me comprenait pas. Ouais. Et donc c'est la première étape que j'ai faite un petit peu pour me recentrer. Et puis ensuite, à chaque fois que j'ai eu un échec, c'est ce que j'ai fait aussi. C'est un long monologue que je suis en train de vous faire, hein, désolé. Ensuite, ce que j'ai souvent, pas forcément de façon consciente, mais je pense, j'ai toujours reproduit un peu le même schéma, c'est que je suis toujours retourné beaucoup à la prod ensuite. Ouais. Et je dis ça sans sens péjoratif évidemment, parce que forcément, quand on est dans le doute, on se dit mais en fait c'est moi le problème. Au bout d'un moment on arrive, tu vois, à ce truc-là, au début on dit c'est les autres, ou c'est la structure, après on arrive à un moment de dire non finalement c'est moi, je suis une grosse merde, je n'arriverai jamais à rien, Le c'est fameux pas mon syndrome. métier, Ouais. voilà. Ça se trouve, je suis pas bon dans ce que je fais, c'est pas un métier pour moi, ça remet en cause est-ce que j'aime faire du design, est-ce que je dois pas partir dans un autre secteur, partir même peut-être de Paris, ce genre de choses. Donc je suis passé un peu par toutes ces phases, et finalement ça s'est terminé parce que je suis allé en start-up. Bon, c'est une grosse start-up qui s'appelle Believe et qui est dans le monde de la musique, moins connu du grand public parce que c'est des aspects un peu plus B2B, hein, c'est un distributeur numérique. Mais en fait, je suis revenu un peu à mes premiers amours, hein, c'est remettre les mains dans le cambouis, prototyper, être créatif, imaginer des choses, impulser une dynamique, tester des nouveaux softs que je ne connaissais pas, parce que forcément, pendant toutes ces années un peu de management, j'étais un peu plus détaché vraiment de la prod. Et ça m'a redonné goût du métier, tout simplement. Top. Même si je ne suis pas resté très très longtemps, parce que pour plein d'autres raisons également, C'était un rebond. voilà, c'est un rebond qui m'a permis vraiment d'être beaucoup plus confiant quand j'ai passé mes entretiens et que je suis arrivé chez AXA. Je pense que je connaissais mon sujet, je m'étais redonné confiance. Ouais. Parce que tu vois, et je refais le petit lien par rapport à la phase où j'ai cherché un peu aussi et où je ne trouvais pas, c'est parce que je pense que j'avais perdu un peu cette confiance en moi, cette petite étincelle, et qui devait transparaître en entretien, et qui devait me donner, me mettre peut-être trop en retrait, ou manquer de confiance en moi, et moins réussir à convaincre les gens que j'étais dans le bon profil pour les postes qu'ils clairement. cherchaient. Ouais, bah, la confiance en soi, c'est essentiel, enfin, dans la vie de manière générale, mais c'est vrai que de façon professionnelle aussi. Je vais revenir un petit peu juste en arrière sur la boule au ventre, parce que ça, c'est justement pour moi le cœur du sujet, parce qu'effectivement, c'est qu'est-ce qui peut nous rendre mal, qu'est-ce qui peut vraiment nous rendre anxieux, nous faire perdre confiance, etc. Dans ton cas, est-ce que tu serais capable aujourd'hui de dire si c'était parce que on te demandait des choses qui étaient hors de ta zone de confort, et que donc du coup tu étais anxieux à l'idée de ne pas réussir parce que c'est des choses que tu n'avais jamais fait, ou alors l'origine était plutôt bah en fait non, j'ai pas envie de faire ça, donc je me force à le faire, donc du coup je suis anxieux et je suis stressé. Parce que pour moi c'est quand même très différent, tu vois, la nuance entre j'ai envie de le faire et ça me passionne, mais je sors de ma zone de confort et donc du coup bah forcément je suis anxieux, je suis stressé, ou non, vraiment définitivement c'est pas ça que j'ai envie de faire et donc du coup je me fais chier et donc du coup je suis anxieux, voilà, tu vois, c'est pas exactement la Ouais, même chose. c'est super intéressant comme question. Je me la suis jamais posée, pour être très franc. Je dirais que c'est un peu un mix de ça et de plein d'autres choses. C'est-à-dire Ouais. que
J'ai un caractère où, moi, quand on me demande un truc dont je comprends pas le sens, bah, c'est vrai que j'ai vachement mal à le faire. Voire je le fais pas, parce que des fois, je peux être un petit con. Procrastinateur. Et du coup, soit je le fais pas, soit en fait, ça me met dans l'inconfort le plus total parce qu'en fait, je ne sais pas comment le faire. Tu vois, en développement commercial, j'ai eu une autre expérience qui s'est un peu mal passée, un peu du même style où en fait j'étais sur un rôle plus commercial. En fait, j'y allais aussi à la boule au ventre parce que je me dis, mais en fait, je ne sais pas faire. Tu vois, je parle d'une autre expérience, mais je devais faire de la prospection au téléphone. Ouais. En fait, c'était le début de LinkedIn, donc il fallait appeler les standards, dire bonjour, vous ne me connaissez pas, je m'occupe du design, vous pouvez me passer un tel. Donc en fait, je me prenais des portes dans la gueule tout le temps, et du coup, au bout d'un moment, bah, moi, je suis pas, j'aime pas me faire du mal, tu vois. Donc en gros, je dis, mais en fait, j'y arrive pas. Pourtant, j'essaie d'appliquer ce qu'on me demande, mais que je pense que quand c'est forcé, que c'est pas spontané, ça se sent et ça marche moins bien. Et au bout d'un moment, bah, tu arrives à une certaine forme de dévalorisation, d'auto-dévalorisation, parce que tu te dis, mais en fait, si j'y arrive pas que tous les autres y arrivent, c'est vraiment que je suis nul. Ouais. Et en fait, peut-être que c'est juste dire, bah non, c'est pas un boulot pour toi, c'est pas un truc que tu dois faire. Tu vois, l'exemple commercial, moi, c'est un truc qui m'a vachement marqué parce que quand j'étais consultant en ESN, et même encore maintenant, en fait, on se fait vachement prospecter, etc., par toutes les boîtes, hein, c'est normal, c'est le business model et tout. Bah maintenant, j'ai vachement d'empathie pour les gens qui me prospectent. J'essaie de vraiment de répondre à tout le monde, plus ou moins, parce que j'ai un agenda qui est assez chargé, mais parce que j'étais de l'autre côté de la barrière, et que je me souviens à l'époque, je me dis, putain, mais les gens, c'est des gens que je croise, que j'ai croisés après des fois, etc., mais il y a des gens qui sont vraiment cons, en fait. Ils sont pas sympas. Pas dans le sens con, bête, mais ils sont pas sympas, parce que derrière, tu te dis, c'est quand même de l'humain, c'est quand même des gens qui essayent de faire leur boulot. Tu peux toujours leur dire, on n'a pas de besoin, gentiment, prenant 10 minutes, c'est pas 10 minutes qui vont te bouffer ton planning. Ouais, puis même 10 minutes, c'est beaucoup. Un Oui. petit message. Voilà, pas de besoin pour le moment, ou on ne peut pas travailler ensemble, ou peu importe, sur deux choses. Mais du coup, ça m'a un peu... Et en fait, si tu veux, bah, à chaque fois qu'on m'a demandé un peu d'être un peu plus sur une prospective commerciale, je me rends compte que déjà, je ne suis pas taillé pour ça. Que le relationnel ne veut pas forcément dire que tu vas te déboucher sur du business derrière. Des fois, il n'y a pas de relationnel, et en fait, c'est pas parce que tu as un réseau d'amis ou de gens que tu connais bien qui vont forcément te penser à toi quand ils ont du business à faire, déjà, de base. Et deux, bah, c'est deux choses qui sont différentes. Et en fait, les très bons commerciaux, c'est des gens qui ont vraiment un mindset que j'admire, hein. Vraiment, hein. Franchement, j'ai dit ça sans aucune hypocrisie, parce qu'en fait, ils sont capables de se détacher du truc, de dire, je prends mon téléphone, je me fais rabâcher la gueule plein de fois, mais j'y vais à fond, j'en ai rien à foutre. Et moi, j'ai pas cette force-là. Et donc, oui, je pense qu'au bout d'un moment, je suis arrivé un peu à une dévalorisation parce que je me dis, mais en fait, je suis au pied du mur, je ne sais pas ce que je dois faire pour atteindre les objectifs qu'on attend de moi. Donc, je déplaçais sur autre chose, qui était encore moins ce qu'on attendait de moi. Et du coup, bah, au bout d'un moment, forcément, moins avec ton management, moins tu es en alignement avec ce qu'on attend de toi, plus ça crée des tensions et plus ça foire. Bah, plus ça foire, tout Tout simplement. simplement. C'est hyper intéressant, merci beaucoup. Et alors là, je vais passer sur un autre petit sujet, parce qu'en fait, c'est un sujet aussi qui m'intéresse beaucoup en ce moment. C'est pas forcément en lien avec les erreurs, les échecs, mais là, on en parle et je peux pas m'empêcher d'en parler. De plus en plus, j'ai l'impression, et tu me dis d'ailleurs si tu partages le même constat, j'ai l'impression qu'on demande aux designers, et d'ailleurs le fait qu'aujourd'hui on parle beaucoup de product design et moins du UX, UI, enfin, on a l'impression que on se transforme un peu dans un modèle un peu différent. Et j'entends beaucoup de boîtes qui recrutent ou voilà, demander à des product designers d'avoir justement un petit peu ce côté commercial, business, suivi des KPI, etc., etc. Et en fait, moi, c'est un truc qui me gêne parce que d'une part, je trouve que ça floute un peu les frontières entre le monde du produit, du management de produits et du monde du design. Et pour moi, et comme tu le dis, et c'est pour ça qu'à mon avis, là, on est en plein dans le sujet, pour moi, les designers et les managers, pour moi, c'est deux profils complètement différents. On a les designers avec des profils, on va dire, plus sensibles, plus problem solver, voilà, qui peuvent avoir des notions de business, etc., mais dont c'est pas vraiment leur métier. Et de l'autre, et voilà. Et en fait, quand on parle aujourd'hui de product designer, il y a de plus en plus de boîtes qui me disent, bah ouais, ce serait bien qu'il ait justement cette vision business globale. Alors oui, d'avoir la vision, très bien, mais après d'en faire une partie de sa mission, moi, c'est quelque chose qui me dérange. Et je trouve que le binôme, justement, commerce-design, on va dire, c'est un binôme qui fonctionne
très bien depuis tous les temps dans tous les métiers, hein, tu vois. Enfin, les acteurs ont toujours eu des agents, les illustrateurs aussi. Dans la publicité, il y a un créatif, un commercial. Enfin, vraiment, c'est un binôme machin. Et donc, du coup, bah, j'ai l'impression qu'il y a plein de designers qui veulent pas aller vers ces notions-là, justement parce que en fait, on n'a pas envie de ça, on n'a pas le mindset justement pour ça, de se prendre des portes, d'être dans des aspects très business, alors que justement le design pour moi c'est un peu éloigné de ça. Ça sert le business, évidemment, ça doit servir le business, on doit avoir des notions. Mais donc voilà, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que déjà ça te parle? Oui, oui, ça me parle. Enfin, je pense que ça dépend où tu places le curseur. Ouais. Évidemment, il y a plein de typologies de designers, parce qu'il y a plein de personnalités Ouais. différentes, etc. Et j'ai toujours bien aimé considérer le design comme quelque chose avec une sorte de grand tronc commun, Mhm. et avec des ramifications, des petits branchages selon les expertises, des majeures différentes et tout. Je Tout à pense fait. que le vrai sujet est beaucoup autour du mindset, c'est-à-dire autour de la problématique, autour de l'utilisateur, autour de l'incertitude, de l'itération, etc. Enfin, voilà, je te fais pas un cours sur le Mhm. sujet. Mais d'un autre côté, sans me mettre en porte-à-faux par rapport à ce que tu dis, je crois que le côté le designer chevalier blanc, genre moi je ne m'occupe que de l'utilisateur, le Bien reste on n'a sûr. rien à foutre, je pense que ça c'est un cliché éculé. Mhm. Donc je trouve que c'est quand même important que le designer, notamment dans une boîte comme la nôtre, tu vois, mais dans toutes les boîtes, hein, Mhm. même les assos, etc., en fait, il ait une connaissance de son écosystème Tout à fait. et des contraintes que ça peut impliquer, qu'elles soient techniques, commerciales, etc. Je pense que tu vois, c'est quand même important, sans forcément être un crack en business, en strat, etc., de s'y intéresser, de comprendre un peu ses rouages. Parce que sinon, moi je trouve que le risque que ça peut créer si tu ne le vois pas de façon systémique, c'est de te dire, bah en fait, je fais quelque chose où je suis persuadé que j'ai mis mes tripes sur le truc pour faire quelque chose qui soit vraiment user-centric, hyper intelligent, révolutionnaire, ou tout ce que tu veux. Innovant au Et que, moins. voilà, Ouais. et que en face, c'est des portes, des murs, Mhm. parce que en fait, c'est pas en adéquation avec avec Ouais. ce que l'entreprise peut faire. Et malheureusement, l'entreprise, c'est quand même un monde beaucoup de contraintes aussi. Et donc, comprendre cet écosystème, c'est aussi savoir comment lever ces contraintes Ouais. ou comment pouvoir actionner. Et deuxième aspect aussi, où je pense que c'est quand même intéressant, encore une fois, pas de les faire devenir commerciaux, hein, c'est pas ça, hein, Non. mais de comprendre un peu ces enjeux business, ces strats, etc. Mais comme d'autres KPI, comme l'éco-conception, comme l'accessibilité et tout. C'est aussi pour avoir le même langage que les parties prenantes et les sponsors avec lesquels tu vas parler, qui eux ont leurs objectifs, eux ils ont leur écosystème, eux ils ont leur vision, eux ils ont un curseur qui est à l'opposé du tien, et donc c'est de trouver un point de confrontation, enfin de rencontre plus que Ouais. de confrontation, en disant on se comprend. Exactement. Ça ne veut pas dire que tu vas faire toutes tes maquettes en pensant avec un gros bouton, on clique ici parce que ça va directement dans le panier et que c'est le panier en un clic d'Amazon, etc. Mais tu peux concevoir et essayer de trouver un bon compromis d'accompagnement, de conseil, sans tomber dans du dark pattern. Mhm. Mais en fait, après, c'est un métier, beaucoup de compromis Oui. et de contraintes. Ce qu'il faut, c'est voir comment on peut lever certaines contraintes et travailler avec les contraintes sur lesquelles on peut vraiment rien faire. Ouais. Ce peuvent être des contraintes ethnographiques ou de contraintes techniques, etc., qui sont Mhm. beaucoup plus difficiles à lever. Et les contraintes sur lesquelles on peut un peu bosser ou un peu influer, bah, c'est bien de les connaître. Ouais. Mais pour autant, je te rejoins. Je pense qu'un designer, c'est un peu à la base, par principe même, et par rapport à ce qu'on nous apprend, par rapport à notre façon d'être en tant Mhm. qu'humain, on est en général assez opposé du point de vue C'est ça. purement business ou purement financier. Mais c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, quand tu m'as dit le designer chevalier blanc, très centré sur les utilisateurs et qui fait un peu sa bulle à part, j'ai l'impression que c'est un peu pour ça que le design a du mal à monter justement dans les différentes strates de décision et que donc du coup, bah, naturellement, le monde du design essaye de s'adapter et de se rapprocher. Voilà. Mais pour moi, effectivement, la confusion, elle était là. C'est-à-dire que oui, effectivement, il faut comprendre. Pour moi, ça, c'est un peu euh, basique, on va dire. On est dans des métiers collaboratifs où, oui, tu es obligé de connaître, de savoir communiquer avec les devs, de savoir communiquer avec les PM, etc. Euh, mais du coup, comme tu dis, c'est une question d'équilibre, quoi. Faut avoir conscience de ça, ne pas
faire tout son boulot drivé par ça. Mais c'est vrai que moi, je connais pas mal de designers qui ont voilà, du mal avec ces aspects-là parce que voilà, c'est un peu différent de leur mindset général, quoi. Et donc, ils ont du mal à aller vers ça, alors que pourtant, je pense que c'est nécessaire pour justement une meilleure collaboration et une efficacité plus grande, quoi. Mais tu sais, il y a quelques années, on disait beaucoup, il faut que le design ait sa voix ou sa place à la table des négociations, je sais pas quoi, Oui, tout à ce fait. genre de phrase qu'on disait. Et à l'heure actuelle, si on ne s'est pas aussi répandu, c'est parce que tout simplement, quand tu es à une table type Comex d'une entreprise, quelle que soit sa taille, bah en fait, ça va parler pognon. Enfin, tu vois, pour Mais ça, je oui, suis oui, oui, non, hyper mais clair. clairement. Donc, si toi derrière, tu es juste, oui, mais moi, je vais faire des trucs qui sont beaux, utilisables, esthétiques, centrés sur l'utilisateur. Si derrière, on te dit, bah d'accord, c'est bien. Mais c'est quoi les conséquences Mais business? voilà, et Voilà. puis si tu veux développer ton équipe et que tu dis, bah moi, je veux 1 million, 2 millions pour développer, j'en sais rien, je dis des chiffres complètement au hasard. Ok, bah du coup, c'est quoi l'investissement derrière? C'est Ouais, quoi le c'est vrai, retour sur sur investissement? Ouais. Voilà, donc il faut comprendre un peu ces rouages. Peut-être même si on n'a pas forcément, moi c'est pas non plus mon pied d'appel. J'adore la strat, mais le business. Hmm, Souvent on met les deux ensemble, mais pour moi c'est deux choses qui sont complètement différentes. je suis d'accord. Mais business c'est un peu moins mon pied d'appel. La strat c'est quelque chose qui m'intéresse vachement. Mais quoi qu'il en soit, dans toutes les dernières entreprises que j'ai faites sur ces sujets de décision, de vision d'entreprise, etc. Oui, évidemment, bah, on me demandait, ok, c'est quoi ton KPI, c'est quoi ton ROI, c'est quoi la projection budgétaire et pourquoi on le fait. Ouais. Et ce pourquoi, nous, on a un pourquoi, on répond à la question pourquoi très humain ou très projet ou très conceptuel, etc., voire plus. Bah, plus t'es haut, plus le pourquoi, il est cette histoire Sur les pépettes. de pépettes, de dividendes pour Parce que, actionnaires, etc. ouais, non, mais ouais. C'est ce qui paye les salaires de tout le monde quelque part aussi. Ben, non, mais Faut c'est l'accepter, hein. complètement Donc, logique, tout à fait. Mais et je pense que c'est là où on a vraiment du mal, c'est parce que pour moi, on peut tout à fait rester sur notre vision centrée utilisateur, qu'est-ce qu'on apporte comme valeur, etc. Mais par contre, aujourd'hui, il faut qu'on soit capable, parce que c'est le cas, il faut qu'on soit capable de chiffrer cet impact-là. Et en fait, pour moi, c'est une des grandes difficultés qu'on a dans le design, c'est réussir à dire, voilà, moi, je fais du design centré utilisateur et je sais que derrière, ça va avoir des conséquences sur le business. Mais souvent, c'est des conséquences indirectes. Oui, on a amélioré l'expérience et donc les utilisateurs sont satisfaits. Oui, mais d'accord, mais ça rapporte combien d'argent en fait ça et l'expérience, c'est pas que les designers. Voilà, non, tout à fait, en plus. En plus. Tout à fait. Donc à mesurer, c'est hyper Mais compliqué. c'est ça. Donc si on le prend par ce prisme-là, c'est vrai que c'est compliqué. Ouais, c'est vrai. Évidemment. On a un peu glissé du sujet, non? On a complètement un peu glissé du sujet, mais je trouve que c'était hyper intéressant. Tu me réinviteras pour un autre podcast. Et voilà, tout à fait. Merci beaucoup en tout cas pour tous ces témoignages. Eric, franchement, c'était hyper intéressant. Merci de De rien. t'être livré en toute transparence. Euh, Mais il faut en retenir un truc positif. mais oui, hein. voilà, Vraiment, parce que mais j'allais parce que- y venir Tiens, pour conclure. je te coupe l'herbe sous le pied. Moi, l'important, évidemment, chaque situation est complètement différente. J'ai pas préparé de conclusion, donc là, je suis en roue libre. Mais c'est ce que j'attendais. J'ai l'impression qu'il faut pas s'interdire d'avoir de l'audace. Enfin, c'est un sujet déjà dont j'ai déjà parlé, mais toute proportion gardée, on reste quand même dans un secteur qui est quand même porteur. Je pense que des opportunités, il y en a. Et des fois, on peut très bien... moi, il y a une boîte dans laquelle mon tout premier échec, non, erreur. T'as toute C'est que première je suis erreur. resté 6 mois dans une boîte, en fait. Parce que ça ne le faisait pas du tout. Et pareil, pour les mêmes raisons quasiment que le reste. Ouais. Et en plus, je devais faire du flash à l'époque. J'avais un vieux Mac tout pourri. Donc, j'arrivais même pas à produire ce qu'on me demandait. Parce que être créatif sous la contrainte, c'est impossible. Et donc, en fait, j'aurais très bien pu me dire, je l'ai déjà entendu plein de fois par des gens disant « Ouais, mais moi, je viens d'arriver, je ne vais pas déjà repartir. » Bah si, en fait. Ouais. Si, on le sent très vite quand on n'est pas au bon endroit. Tu vois, moi, j'aime bien parler finalement de... J'aime bien. Je préfère parler d'erreurs de casting parce que je pense que personne n'est mal intentionné, que des fois, typiquement dans les mauvais choix que j'ai faits, je pense que j'ai déçu des gens. En fait, il y a des gens qui m'ont fait confiance, qui ont dit c'est la bonne personne, ah merde, c'est pas mon profil. Et je pense pas qu'ils étaient là en me disant on va le prendre juste pour le faire chier, pour le rendre malade, tu vois. C'est pas le but. Donc c'est de se dire bon bah écoute, si tu le sens, et moi à chaque fois je l'ai senti assez vite pour des raisons X ou Y, des fois je suis parti plus rapidement ou pas assez rapidement. Je pense que des fois il faut se dire bon bah je m'interdis pas, c'est pas parce que ça fait 3 semaines et je suis pas bien et j'y vais. D'ailleurs, on a un système quand même de période d'essai en France qui est quand même globalement bien fait pour ça. Exactement. Et que ce soit pour le client ou pour le recruter. Hein, Exactement. Des deux côtés, quoi. Et moi j'essaie de l'avoir aussi en tant que manager quand ça peut arriver que quelqu'un vienne
et que finalement, ça le fait pas pour X raison. Encore une fois, il y a pas de gens mal intentionnés. Des fois, ça fait très bien humainement, et puis c'est juste parce que la personne cherche, ou nous, j'en sais rien. C'est d'accompagner la personne en disant, on comprend bien. Généralement, les deux personnes les deux parties s'en Ouais. rendent compte, tu vois. Mm, mm, mm. Je veux pas faire des schémas en disant que c'est tout le temps comme ça, parce que c'est pas tout le temps comme ça, mais souvent, j'ai l'impression que ça peut arriver que les deux parties s'en rendent compte. Bon, c'est pas grave, tu vois, il n'y a pas mort d'homme. Bon, voilà, comment on peut t'aider à sortir intelligemment, toi, comment tu peux aussi ne pas nous planter, tant qu'à faire, etc. Ouais. Et trouver un bon système, voilà. Donc, Est-ce que tu penses que c'est un lien? Parce que j'ai l'impression qu'on sort aussi d'une culture vieille de 50 ans qui consiste à rentrer dans une boîte et à faire toute sa carrière dedans. Donc il y a peut-être aussi ce legacy de cette culture qui fait que, non, j'arrive dans une boîte, alors si je me barre au bout de 3 ça va la semaines, foutre mal sur ça mon va la foutre mal sur mon CV, CV. Oui, ou et je puis sais il y pas a quoi. ça aussi, Ouais. effectivement. Parce que c'est vrai que moi, en tant que recruteur, quand je vois une personne qui fait des missions de 3 mois, 4 mois et qu'il y en a blindé forcément, ça me pose des questions, ça met des doutes. Après, forcément, je ne vais pas dire no go, je vais explorer le pourquoi du comment, etc. Mais c'est vrai que c'est pas un très bon signe quand tu vois Ouais, un ça profil peut qui faire change peur. souvent, ça peut faire peur. Ça peut faire peur, mais tu vois, tant qu'on parle de peur, ce qu'on entend sur le marché est hyper anxiogène. Mhm. Alors qu'en fait, le marché, j'ai pas l'impression que dans notre discipline, le marché soit si tendu que ça. Non. Tu vois, donc je pense que des opportunités de rebondir, il y en a. Évidemment, chaque cas est à part, en fait, en fonction, comme je disais moi tout à l'heure, pour mon niveau familial, Oui, quand on faisait les ouais, il y a travaux le et tout, contexte. j'ai préféré, entre guillemets, serrer un peu les fesses parce qu'il y a des moments où j'avais quand même besoin de ramener des thunes et je ne pouvais pas être dans l'incertitude. Mais je trouve que le plus gros échec, et là dans le sens vraiment échec qui pourrait arriver, c'est de se rendre malade Ouais. à cause de ça. Ouais. Parce que quand ça commence à toucher à l'humain, à sa santé, Mhm. voilà, il faut réussir peut-être, et c'est là que c'est pas évident, individuellement, ou écouter ses proches, et dire c'est peut-être le moment de passer à autre chose, et puis c'est pas grave, quoi, tu vois. Ouais. Même si, tu vois, on est les champions de l'empathie, et des fois on a du mal à s'exercer cette propre empathie envers nous-mêmes, Je suis d'accord. tu vois. Ouais. Donc peut-être, je vais pas avoir de conclusion Ouais, hyper j'ai peut-être construite, une petite mais question pour je te fais conclure confiance, après. ouais. En revenant sur ça, sur cette période justement, pour recentrer un petit peu sur ton sujet, est-ce qu'il y a eu aussi des conséquences d'un point de vue personnel? Parce que je sais que quand on n'est pas bien dans son boulot, en fait, on n'est pas bien tout court, et donc forcément, voilà, ça peut avoir des conséquences sur la vie personnelle, sur l'entente, la gestion des gamins, etc. Toi, c'est des trucs que tu arrives à gérer, que tu as réussi à gérer ou il y a... Euh, euh, je pense que j'étais chiant. Ouais. Voilà, très clairement, je pense que j'étais chiant, puis je pense que je tournais en boucle sur le Ouais. sujet, tu vois. Mhm. Donc c'était un peu relou pour mon entourage, au sens familial comme au sens professionnel. Ouais, d'accord. Euh, j'ai eu la chance de ne pas tomber malade par rapport à ça, tu vois, Ouais. ou pas mal le vivre. Parce que je me réfugiais dans d'autres trucs que j'aime bien, tu Ouais. vois. On n'a pas parlé de mes passions, c'est un peu Ah oui, dommage. c'est vrai ça. Non, mais Encore un autre podcast. tu vois, j'ai quand même des enfants, donc ça te Oui. permet de relativiser vachement les choses quand tu vas. Ouais. Et puis, mon dernier était vraiment petit, donc Mhm. tu vois, quand tu changes une couche, que tu donnes un bain, Et que tu vois un t'es très sourire, loin, voilà, ouais, exactement, t'es t'es très très loin de loin tout ça. près du sujet. Ouais. Pareil, j'aime bien préparer à manger, enfin, tu vas faire la cuisine, donc Mhm. c'est genre, faut trouver ces temps de respiration. Mm. Et puis après, avec ma femme, quand on prenait l'apéro, c'est là que j'étais chiant parce que je parlais tout le temps du même truc. Mais à la fin de l'apéro, ça allait mieux. Voilà, exactement. Et puis après, le week-end, voilà. Mais ça dépend des gens. Il y a des gens qui traînent, et ça c'est très personnel, hein. Il y a des gens qui traînent ce truc-là et c'est très difficile pour Ouais. eux. D'autres qui arrivent plus facilement à faire la coupure. Là, je pense qu'il faut trouver les moments de respiration et se forcer des fois à se dire, je vais pas dire se forcer à être heureux, mais se forcer à relativiser. Ouais. Ouais. C'est le plus difficile. Écoute, sans le vouloir, je trouve qu'on a trouvé une conclusion incroyable, parce que effectivement, quand ça va pas dans le boulot, se raccrocher à des choses rassurantes dans le perso, et puis des choses qui font relativiser en se disant, en fait, voilà, je veux dire, la vie est quand même belle malgré ça, donc l'importance d'avoir des loisirs, d'avoir un environnement familial stable, etc., etc. C'est des choses aussi hyper importantes auxquelles on peut se raccrocher pour avancer et puis pour enlever ses doutes, quoi. Et donc ça, je trouve que c'est top. C'est ça, c'est le piment de la vie. Tout à fait. Merci beaucoup, Eric, de nous avoir fait l'honneur de participer à ce podcast. Je te souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end, et puis écoute, à bientôt. Avec plaisir et merci de m'avoir invité et très bon week-end également. Merci beaucoup.